they said, don't forget where you come from. Don't die holding on to your words. Cause you know that you got a whole world to change. But understand who you gotta change first. And I was like, fuck. Le Ruby était un sous-marin mouilleur de mines de classe Saphir qui a servi dans la Marine nationale et dans les forces navales françaises libres, FNFL. En raison de ses services dans les FNFL, le Ruby a été fait compagnon dans l'ordre de la Libération par un décret du général de Gaulle en date du 14 octobre 1941. Le principal armement du Ruby se compose de 32 mines à Orin Sauty Harley HS4. Ces mines explosant au contact portent une charge de 220 kg de tholite et sont utilisables par 200 mètres de fond. Elles sont logées 2 par 2 dans 16 puits verticaux, 8 de chaque bord, aménagés dans ces ballastes. Il fut mis sur cale en janvier 1928 à Toulon. Lancé le 30 septembre 1931, il fut admis au service actif en avril 1933. En janvier 1940, il est affecté à Brest, avec Nautilus et Saphir, pour opérer dans le Grand Nord et aider la Finlande. Les 3 sous-marins arrivent lorsque la Finlande a capitulé. À ce moment, l'allié anglais demande du renfort en sous-marin mouilleur de mines. Le Ruby, basé à Dodie, entre en action le 1er mai 1940, il ne reverra la France qu'en 1945. Sa première opération de guerre consiste à mouiller ses engins à Kristiansand, en Norvège. La seconde fois, il les mouille à Angesund. La troisième fois, il pénètre de 14 milles à l'intérieur de la passe nord de Bergen et est inquiété par un destroyer allemand qui l'oblige à rester immergé 35 heures durant. À ce moment, la France en déroute rappelle les sous-marins. In extremis, les Anglais obtiennent que le mouilleur de mines participe à une dernière opération. Le 20 juin, il part pour Tranheim. Le 22 juin, l'armistice est signé. Des difficultés de communication tiennent l'équipage dans l'ignorance de cet événement, et le Ruby mouille ses mines le 26 juin. Le 3 juillet, l'amirauté anglaise engage par surprise l'opération Kiltepalt. Les navires français sont investis, leurs équipages débarqués. On donne aux marins le choix entre les forces navales françaises libres, sous le commandement de l'amiral Muselier, et le rapatriement pur et simple. 3000 seulement d'entre eux resteront sur les navires du FNFL, et leur nombre sera augmenté par l'arrivée de marins restés sur le continent. Le Ruby est saisi à Dodie. Le tact des autorités anglaises et le désir de continuer le combat de l'équipage, seulement un officier, un sous-officier et 3 marins regagnèrent la France, sont tels que le Ruby devient l'une des premiers sous-marins de la France libre. Dès septembre 1940 et jusqu'en décembre, l'impossibilité d'armer le sous-marin avec des mines françaises Sauty Harley, le fait utiliser comme bâtiment d'attaque, sans grand succès. Pendant 4 autres opérations, le Ruby est trop lent et trop lourd. Il est transformé pour utiliser des mines anglaises. Ces mines Vickers-Armstrong seront employées jusqu'à la fin de la guerre. Au total, le score réalisé par le Ruby en 5 années de guerre est assez impressionnant, 683 mines larguées, 14 navires coulés, 7 dragueurs de mines coulés, un U-boot endommagé, enfin un navire de 4360 tonnes coulé par torpille. Le 8 juin 1945, le sous-marin est prêt à rentrer chez lui. Le 23 juin, il touche une terre française, à Oran, où il est désarmé et son équipage dispersé sur d'autres navires. Une dernière refonte lui permet de terminer ses jours comme navire de la flotte sous-marine française renaissante, et de former des équipages pour les nouveaux sous-marins en construction. Retiré du service actif en 1949, il demeure base sous-marine pour l'instruction des jeunes marins avant leur affectation aux sous-marins. Puis, en 1957, la marine ayant besoin d'une cible de sonar, il est décidé de l'immerger définitivement. Le sous-main est posé bien droit, sa teinte marron-gris assez sombre tranche avec celle du sable. L'avant surplombe le fond auquel il n'est relié que par le câble de remorquage qui pend à la verticale de l'étrave. Les plongeurs peuvent passer sous la quille. Le pont, plat, s'étend sur plusieurs dizaines de mètres en avant du kiosque. Le plancher a disparu par endroits et, dessous, se succèdent bouteilles d'air comprimé, vannes, pompes extérieures à la coque épaisse.
Le panneau avant est à demi entrouvert et les aménagements intérieurs sont visibles à condition d'avoir un bon phare. À l'arrière, les flancs du rubis s'élargissent, ils constituent pratiquement des ponts latéraux, à peine plus bas que le pont central, entouré d'une rambarde. Le kiosque, dont les parois latérales ont basculé vers l'extérieur, a perdu périscope et compas, armement et instruments de navigation. Subsiste encore le support du compas principal, le panneau de descente encore ouvert, ainsi que son sas, et certains accessoires de conduite qui font que cette épave reste vivante. Calé à l'intérieur de la baignoire, le plongeur domine le fond de la mer de plusieurs mètres. La partie arrière a été pétardée et les deux hélices ont disparu, laissant une excavation béante. Le site se maintient relativement propre, peu de tôles ou de débris métalliques, mis à part quelques capots de puits de mine déplacés, peu de câbles, aucun filet de pêche. Le 31 janvier 1958, le remorqueur Samson, ex-su des rêves allemands, et la gabarre Cricket amènent le rubis à 2600 milles dans le 125 Cap Camara. Le commandant Riffaut place une charge de 9 kg et l'arrière explose. Le rubis se mate, puis coule. Wanna miss it, but the world baptized in my vices, and the bar is my church. Traded my artist, and I pawned off the easel. Spent it all searching for God at the neon cathedral. Wanna miss it, but the world